Bonjour Laurent Saint-Martin. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes au gouvernement en charge des Français de l'étranger et à ce titre, vous êtes mobilisé pour le retour de nos compatriotes depuis Israël ou l'Iran. Combien sont-ils à ce stade à vouloir rentrer en France compte tenu de la menace? Bon, nous sommes en train de recenser toutes les demandes de souhaits de rapatriement. Il y a à peu près 250 000 Français estimés en Israël, un petit millier en Iran. Ce que nous avons dit hier avec Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, nous avons ensemble animé une cellule de crise avec le centre de crise et de soutien du ministère pour assurer aux Français qui souhaitent quitter soit Israël, soit l'Iran, les meilleures conditions possibles. Combien sont-ils à s'être signalés à l'heure où on se parle pour rentrer en France? Alors, on a eu plus de 2000 appels avec notre centre de crise depuis maintenant quelques jours. Il y a à peu près 300-400 personnes que nous estimons comme étant particulièrement vulnérables ou qui ont besoin d'un soutien prioritaire. Et pour cela, nous avons annoncé un vol qui sera affrété directement depuis Amman, en Jordanie, probablement à la fin de la semaine. Samedi, dimanche? Probablement plutôt dimanche, pour qu'effectivement ces Français-là puissent être acheminés vers ce vol. Pour tous les autres, ce qui est important de retenir, c'est que nous affréterons des bus depuis la frontière jordanienne pour ceux qui souhaitent prendre un vol depuis Amman ou à la frontière égyptienne pour ceux qui souhaitent prendre un vol depuis Sharm el-Sheikh. Pour les Français d'Israël, il y aura effectivement des bus de la frontière jusqu'à ces deux aéroports qui leur seront particulièrement affrétés. Pour les Français d'Iran, je termine juste là-dessus, pour les Français d'Iran, ils peuvent soit passer par l'Arménie, soit par la Turquie sans visa. Et là aussi, l'acheminement par bus sera assuré par la France. Ça concernerait combien de Français, selon vos estimations? Pour les Français d'Israël, aujourd'hui, c'est difficile de savoir combien exactement le souhaitent, mais probablement plusieurs milliers souhaiteront effectivement rentrer dans les prochains jours. Ce qui compte, c'est pour nous bien de recenser ceux qui sont en difficulté, ceux qui ne peuvent pas rentrer par leurs propres moyens. Ça, c'est notre responsabilité d'assurer leur sécurité pour pouvoir les rapatrier en France. Et puis tous ceux qui le peuvent par leurs propres moyens, assurer le fait que le passage vers l'aéroport, que ce soit en Jordanie ou en Égypte, soit bien sécurisé. La voie maritime est étudiée, disait hier Jean-Noël Barrot. Vous en êtes toute cette réflexion? Toutes les voies sont étudiées, c'est-à-dire maritimes et aériennes. Aujourd'hui, la plus rapide, très clairement, c'est la voie aérienne. Et je le répète à tous nos compatriotes établis, que ce soit en Israël ou en Iran, les frontières sont ouvertes, ils peuvent accéder aux aéroports des pays limitrophes que j'ai cités et la France assure la sécurité et le convoi jusqu'aux aéroports depuis les frontières des pays cités. Laurent Saint-Martin, le Royaume-Uni, l'Allemagne évacuent certains de leurs personnels diplomatiques sur place. Pourquoi pas la France ? D'abord, c'est l'honneur, je crois, de la France de conserver ses postes diplomatiques et consulaires sur place, ne serait-ce tout d'abord, pour répondre à votre première question, pour assurer la sécurité de nos compatriotes. 250 000 Français estimés à peu près en Israël, à peu près 10 000 de passage, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément de domicile pérenne ni d'attache pérenne sur place. Ils ont besoin d'avoir accès à des fonctionnaires et à une protection consulaire. Mercredi, il y a une frappe pour ceux qui qui est peuvent tombée être pas très dans le loin besoin de l'ambassade à Tel là-dessus. Aviv. Donc on a besoin d'être à leur côté. On a aussi besoin d'assurer évidemment notre travail diplomatique dans un moment de tension extrême dans la région. Je crois au contraire que c'est l'honneur de la France. On le fait régulièrement dans les moments de conflit, de ne pas avoir le réflexe de retirer nos fonctionnaires et nos postes diplomatiques. Et permettez-moi par la même occasion de saluer et de remercier vraiment l'engagement au quotidien de nos agents diplomatiques sur le terrain qui font un travail 24 heures sur 24, vous vous en doutez, 7 jours sur 7. Évidemment dans les discussions avec les autorités locales, mais aussi au service de nos compatriotes sur place. La France, le Royaume-Uni, l'Allemagne qui doivent rencontrer l'Iran aujourd'hui à Genève. Que pèse l'Europe face à l'Iran et aux frappes israéliennes? Quelle est la marge de manœuvre? Elle paraît mince. D'abord, il faut se féliciter du fait qu'à l'initiative de la France, avec nos amis britanniques et allemands et européens, on discute avec l'Iran. Nous considérons en France que la voie militaire n'est pas la bonne solution pour faire reculer l'Iran sur son programme militaire et balistique. Il faut le répéter. La voie du dialogue, la voie de la diplomatie, d'abord, elle fonctionne. Pourquoi j'ai dit qu'elle fonctionne? Parce qu'il y a 10 ans, sous ce même format qu'on appelle techniquement le E3, c'est-à-dire Royaume-Uni, Allemagne, France, nous avons réussi à faire reculer l'Iran sur leur programme. Si on vous entend, ça veut dire que si Donald Trump, qui se donne nucléaire. 15 jours pour intervenir, le faisait, par voie par exemple aérienne, ce serait une mauvaise idée? Nous, on encourage le dialogue et la négociation. Parce qu'encore une fois, on a démontré que ça fonctionnait. Ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas c'est quelque chose qui fonctionne. Croire en la diplomatie, c'est pas faire preuve de naïveté. Croire en la diplomatie, c'est éviter
des dizaines, parfois des centaines, des milliers de morts civiles qui n'y sont pour rien, que ce soit en Iran, en Israël, et surtout le plus important, c'est de ne pas mettre la région, donc indirectement l'avenir de la sécurité de l'Europe, dans une situation d'incertitude et d'embrasement qu'aujourd'hui nous ne saurions maîtriser. Et donc toujours passer par la voie du dialogue et de la diplomatie avec l'Iran permettra, de reculer sur la question du programme nucléaire, parce que, soyons très clairs, nous ne voulons pas que l'Iran puisse se doter de l'arme nucléaire, nous voulons que l'Iran recule sur ces programmes-là, mais nous considérons, comme nous l'avons fait ces dernières années, que cela est d'abord possible par la voie diplomatique et que cela nous protège davantage en Européens. Il nous reste peu de temps, Monsieur le Ministre. Hier, à la surprise générale, pour revenir à l'actualité en France, la droite et le Rassemblement national ont réussi à faire voter un amendement qui suspend tout nouveau projet sur les énergies renouvelables. On parle d'éolien, on parle de solaire. Est-ce que c'est un échec pour le bloc central que vous représentez ? C'est surtout totalement contraire à ce qu'il faut faire aujourd'hui dans la décarbonation de nos pays. Nous avons un agenda que les différents gouvernements de ces dernières années ont réussi à mettre en place, permettant de baisser considérablement les émissions de gaz à effet de serre dans notre pays, grâce à un mix énergétique, comme on dit, qui est extrêmement bon, nucléaire, énergie renouvelable. Vous visez LR et le RN qui étaient en lutte sur ce texte. Bien sûr, on a besoin de poursuivre, au contraire, nos investissements dans les énergies renouvelables. Ça a marché ces dernières années. Ce moratoire et cet arrêt-là irait totalement à rebours du sens de notre agenda industriel et les économique. députés ne semblaient pas tellement mobilisés sur ce texte dans vos rangs, notamment. Eh bien, je pense que c'est effectivement une erreur. On doit défendre non seulement notre bilan écologique en la matière, mais surtout ce qui est devant nous en termes d'investissement d'énergie renouvelable qui fait partie intégrante de ce mix et de cette solution de décarbonation de notre pays. C'est l'avenir de la planète et de nos enfants qui se joue là-dessus. Une autre loi qui fait parler d'elle également, le Conseil constitutionnel a retoqué hier plusieurs mesures phares de la proposition de loi portée par Gabriel Attal visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Est-ce que ce texte a été suffisamment bien préparé ? En tout cas, les institutions fonctionnent dans notre pays. Et comme chaque texte, le Conseil constitutionnel, s'il est saisi, peut corriger, censurer, inviter à réécrire aussi un certain nombre d'articles. C'est ce qui aura lieu sur cette proposition de loi sur la justice des mineurs. Il y aura des députés probablement de macronistes nouvelles avaient propositions. alerté sur le fait que certaines dispositions pouvaient ne pas passer. Oui, et dont acte. Le Conseil constitutionnel, non seulement a dit que certains articles aujourd'hui étaient contraires à la Constitution, et que avec un certain nombre d'amendements et de modifications, il pourrait l'être à nouveau. Donc, rien de neuf sous le soleil. C'est une sauf qu'il y a 6 dispositions qui n'ont pas été adoptées. Oui, il y en a aussi beaucoup d'autres qui l'ont été. Excuse de minorité. C'est une proposition de loi qui est importante parce qu'elle permet d'adapter notre droit à une réalité de société qui est aujourd'hui alarmante. Mais il faut le faire effectivement dans le cadre du respect de la Constitution. Et donc, si de nouveaux articles venaient à être réécrits pour être conformes à notre Constitution, c'est tout à fait normal. Il n'y a évidemment aucune difficulté là-dessus. Merci beaucoup, Merci Laurent Saint-Martin, d'avoir répondu à nos questions ce matin.